Paris, ville de l'amour, ville des clichés. Ses larges avenues, ses illustres monuments. C'est ici que bat le cœur de la France. Mais sous nos pieds se cache un autre Paris, un Paris inconnu. Pour le découvrir, il faut descendre sous terre. Sous ses pavés aussi, la ville lumière abrite des merveilles. Depuis 150 ans, l'Opéra Garnier est un emblème culturel de la capitale. Son commanditaire, Napoléon III, souhaitait construire une salle de spectacle somptueuse à un emplacement central pour en faire un lieu d'apparat. Au 4e sous-sol, 60 mètres sous la Seine, se cache un système de poulies multiples. On est au-dessus de la Seine, donc les décors montaient et descendaient, avec des poulies, renvoi en poulies, donc des cordages, ici. C'était des chevaux qui tiraient les cordes pour faire monter et descendre les décors. C'est la marine nationale, ce qu'on appelait la royale, qui est venue installer tout ce système de poulies à l'époque. Les chevaux et la marine ont disparu. Tous les 2 mois, une unité spéciale des pompiers de Paris descend dans les sous-sols de l'édifice. Lorsque Charles Garnier, l'architecte, fait creuser la terre pour les fondations, la nappe phréatique est atteinte. Malgré tous les efforts déployés, elle inonde le 5e sous-sol. Ce qui s'apparente d'abord à une catastrophe conduit finalement à la mise en place d'un système qui permettra de stabiliser le bâtiment et de le protéger contre les incendies. Cette réserve d'eau n'est pas seulement une aubaine pour l'opéra. Le lieutenant Erwan prépare ses hommes à des missions en lieu clos. Et le sous-sol de l'opéra est l'endroit idéal pour ça. Alors, plongée de ce matin sur le site de l'opéra. Vous allez travailler la pose de Glen et la progression sur fil. Okay. Au niveau des règles de sécurité, là, je vous rappelle, vous n'avez que 3 mètres de fond, donc tout ce qui est palier, vous êtes directement au niveau des paliers. Vous partez main droite, vous faites vos exercices sur place, et vous faites retour ensuite directement sur la Glen. Avant de s'engager, vous me donnez vos pressions. Là, l'équipement complet, sur le dos, ils ont quasiment 20 kg. Voilà, après, un équipement traditionnel de plongeur, mais toujours avec plus pour la sécurité. En fait. C'est toujours la sécurité qui prime et qui fait que nos plongeurs sont équipés, on va dire, très lourdement. Et ensuite, il y a tout un système pour marquer, où vous avez tout simplement à la fois des serflex qui vont permettre d'accrocher le fil au fond. À la fin du 19e siècle, le lac, situé sous l'Opéra Garnier, a inspiré à l'écrivain Gaston Leroux son roman mondialement connu, Le fantôme de l'opéra, dans lequel un spectre sillonne en barque le labyrinthe de galeries souterraines. Même les pompiers ne se sentent pas toujours à l'aise durant leurs 30 minutes d'exercice. On est enfermé, donc c'est une sensation d'être seul avec soi-même, en fait, vu qu'on n'entend plus rien. Enfin, on entend, mais tout est réduit par l'eau. C'est des sensations qui sont particulières, mais très importantes pour l'entraînement. L'entraînement sous l'opéra fait partie d'un programme de formation de 2 ans pour devenir pompier-plongeur. Même pour ces hommes aguerris, plonger dans ces eaux est une expérience particulière. C'est un peu magique de plonger dans un endroit comme celui-ci. Effectivement, c'est ça. Voilà, la magie. Ici, tous les plongeurs sont des sapeurs-pompiers professionnels et ont plusieurs années de service. Aujourd'hui, l'eau ne leur sert pas à éteindre un feu, c'est leur lieu d'intervention. Un lieu pas comme les autres. On se retrouve dans un état d'esprit complètement... on est apaisé, c'est incomparable, ça n'a rien à voir. Voilà, 2 choses différentes. On apprécie, bien plus. Surtout, ça fait quelques années au-dessus, et puis maintenant on travaille en dessous, c'est bien mieux, quoi. 1000 salariés veillent à préserver la beauté architecturale de l'opéra et la qualité musicale de ses programmes. Une fois le travail fini en sous-sol, les pompiers viennent profiter de l'atmosphère des lieux, presque comme des touristes.
Juste en face, place de l'Opéra, la chanteuse Faustine retrouve son groupe. Sa scène à elle est sous terre. 300 musiciens transforment les couloirs du métro en salle de concert. Avant cela, ils doivent affronter des centaines de concurrents dans un casting organisé par la RATP. Les gagnants peuvent ensuite jouer dans le vaste réseau souterrain, emprunté chaque jour par plus de 4 millions d'usagers. Pour moi, le métro, c'est vraiment tester mes chansons sur un public qui n'a pas choisi de les entendre, qui n'a pas choisi d'être confronté à de la musique, peut-être tôt le matin. Et mon espoir, c'est d'arriver à les accrocher, quoi. À les voir s'arrêter, attendre le prochain train, la prochaine rame de métro. Alors là, pour moi, c'est le rêve. Jouer dans le métro n'a rien d'une sinécure. Et ce n'est un tremplin vers une grande carrière que pour très peu d'artistes. Toujours est-il que Faustine et ses compagnons ont été élus meilleur groupe de musiciens du métro de l'année. Ils investissent l'argent qu'ils gagnent dans une salle de répétition. Mais ça ne leur suffit pas pour vivre. Marion, Théo, Clément et Faustine doivent travailler à côté comme babysitter, vendeurs ou professeurs de musique. Le charme des endroits souterrains, c'est vraiment ce qu'on en fait nous, enfin ce que les gens en font. S'il y a de l'échange, s'il y a du respect, si on prend en compte chaque personne et qu'on ne reste pas sur soi, je trouve que c'est ça qui du coup change l'atmosphère du métro et des souterrains. Danse autour de moi. La journaliste Anne Cazobon prend le métro tous les jours. Même si c'est le moyen de transport le plus rapide pour traverser la ville, il n'a pas bonne presse. Les Parisiens le trouvent exigu, sale et fatigant, fait de couloirs interminables, d'innombrables escaliers, de bruit et d'odeur. Anne, elle, aime le métro. Elle emporte toujours avec elle un bloc à dessin et quelques crayons. Pourquoi est-ce que je dessine les gens dans le métro? Alors d'abord pour m'entraîner, parce que c'est pas mal, les gens dans le métro, ils sont souvent la tête penchée, ils bougent pas trop normalement, ils regardent leur téléphone, ils lisent. Et puis aussi parce que moi je suis très intéressée par le visage, le portrait m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'en plus le métro c'est une mixité, c'est un mélange. Ce qui m'intéresse aussi c'est les cicatrices, c'est les rides, c'est tout ce qu'on essaye de gommer. La construction du métro commence à l'approche de l'exposition universelle de 1900. 16 lignes sillonnent aujourd'hui le sous-sol de la capitale sur 220 km. Bonne journée. Au revoir. Avec ses 303 stations, le métro parisien compte parmi les plus grands réseaux de transport urbain au monde. Un train y circule en moyenne toutes les 2 minutes. Nulle part ailleurs dans la métropole, autant de personnes issues de toutes les classes sociales et de tous les horizons ne se côtoient de si près. Pour Anne, c'est une source d'inspiration. Quand on prend le métro très tôt le matin, il y a ou les gens qui rentrent de boîte de nuit, un peu éméchés, un peu alcoolisés, et puis il y a les femmes de ménage, les gens qui travaillent dans des entrepôts, dans des fabriques. Mais Anne n'observe pas seulement les passagers. Ça, c'est une bouche. En revanche, je suis en train de regarder, ça a l'air fermé. Je suis toujours en repérage comme ça, à chercher dans Paris des endroits. Donc j'ai l'impression que je suis sur une bonne piste. Je vais la noter, je vais la prendre en photo. Anne reviendra à la tombée de la nuit. Elle trouve de la beauté et de la poésie dans les choses du quotidien, comme les bouches de métro. Elle réalise aussi des performances dans l'environnement urbain, ce qu'elle appelle du sweet art. Même si la plupart des Parisiens trouvent les trajets en métro pénibles,
Cela leur permet de voir leur ville autrement. Paris est en mouvement, surtout sur les quais de la Seine qui séparent la ville en deux. Plus de 2 millions d'habitants y circulent en voiture, en scooter ou en vélo, auxquels il faut ajouter les millions de touristes qui visitent chaque année la capitale. L'étroite rue de l'Arbre Sec. Dans le quartier situé entre les Halles et l'imposant musée du Louvre, se dresse un immeuble bourgeois du XVIIIe siècle. Mais la particularité de ce bâtiment se trouve sous terre. Depuis 3 ans, Nicolas Paradis est propriétaire d'une surface commerciale de 800 mètres carrés, un palais selon les normes parisiennes. Pour y accéder, le visiteur doit descendre en sous-sol, où le présent se mêle au passé sur 2 niveaux. Quand on arrive par la petite entrée dans cette petite rue en plein milieu des Halles, on n'imagine pas du tout qu'il y a tout cet espace en dessous. Et c'est vraiment la première impression qu'on a. Après, quand on l'a découvert, c'était quand même dans un état assez déplorable, avec un stockage un petit peu partout, on ne voyait pas les volumes, on devait se frayer un chemin à travers tout ce qui était stocké ici. Mais tout de suite, on a vu qu'il y avait un potentiel. 18 mois de travaux ont été nécessaires pour rénover cet espace qui a longtemps servi à entreposer du vin et des journaux. Aujourd'hui, les caves du Louvre sont un musée du vin interactif. L'ancien propriétaire de l'immeuble n'était autre que Claude Trudon, fabricant de bougies en cire et sommelier du roi Louis XV. Il approvisionnait la cour de Versailles en grand cru. Pour protéger tonneaux et bouteilles, on les transportait dans un dédale de caves et de tunnels. On va retrouver une trappe qui donne accès à un tunnel qui allait directement jusqu'au Louvre. Les anciens du quartier qui sont venus voir les travaux, qui sont venus voir les résultats, qui nous ont raconté un petit peu les petites anecdotes, comme cette dame-là d'une 60aine d'années qui est venue, qui nous racontait quand elle avait 12 ans, elle courait dans les galeries pour aller jusqu'au Louvre avec ses amis qui habitaient dans les immeubles alentours, parce qu'on se retrouve finalement dans un quartier qui est un véritable gruyère, où il y a énormément de grandes galeries comme ça, parce que c'était le cœur de stockage des Halles. L'histoire des Halles de Paris remonte au XIIe siècle. Les caves et les galeries souterraines étaient utilisées comme des réfrigérateurs naturels. Leur mise aux normes est lourde et coûteuse. Aux caves du Louvre, les visiteurs apprennent les différentes étapes de la fabrication du vin. Le sommelier, Aurélien Gudimard, a d'abord trouvé ce lieu déconcertant. La sensation n'est pas forcément évidente au premier abord, mais on se sent relativement bien quand même. On a beau être 10 mètres sous terre, c'est un endroit qui est agréable, on n'a pas d'humidité, on se sent relativement bien. Le soleil manque un peu. Dans les premiers temps, ça pouvait m'arriver de dire bonsoir un matin. Retour à la surface de la ville. Les amateurs d'antiquités fréquentent les nombreux marchés aux puces de Paris, comme celui du boulevard Richard Lenoir, non loin de la place de la Bastille. En regardant de près, on y trouve autre chose que des pièces plus ou moins anciennes. Sous ce grillage métallique se cache une voie navigable. La voûte Richard Lenoir recouvre le canal Saint-Martin à son extrémité sud, avant qu'il ne rejoigne la Seine. À l'origine, le canal coulait à ciel ouvert. Mais en 1860, Napoléon III a ordonné son enfouissement sur 2 km. Jean Papoul, expert en canaux, est impressionné par cette prouesse architecturale. Le charme de cette voûte, en fait, c'est une petite bulle par rapport au bruit de Paris, les klaxons et autres. Ici, vous êtes dans un élément qui est au calme. La magie, c'est les oculi qui sont sous la voûte qui vont faire passer la lumière et en fonction de leur large journée, vous avez une projection en fait, de ce faisceau sur les murs latéraux. Avec cet éclairage, vous avez l'impression que vous avez un petit monde pour vous tout seul. La construction de la voûte a permis d'abaisser le canal et de dégager de l'espace sur le boulevard Voltaire, juste au-dessus. Pendant la guerre, le canal a servi à faire passer en secret des soldats du nord vers le sud.
Aujourd'hui, il est occupé par de tout autres habitants. Ils sont 6 millions dans la capitale. On ne les voit presque jamais et pourtant, ils laissent des traces. On a des rats, hein. Il y a des rats, mais on ne les voit pas. Ils ont la décence de s'absenter quand on passe. On a un bateau et on l'a mis sous la voûte. Et pour protéger le moteur, on avait mis des cartons. Et on est arrivé une semaine après, il ne restait plus qu'un tiers des cartons. Et vous aviez la marque des dents des rats. Et quand vous voyez que c'était des dents quand même de grande taille, que ce n'était pas la petite souris. Jean Papoul a travaillé plus de 40 ans pour la mairie de Paris. Il était responsable de tous les documents anciens sur les canaux parisiens. Ces données sont d'ailleurs encore utilisées aujourd'hui lorsqu'on planifie des innovations techniques. On ne s'était jamais intéressé en disant voilà, il y a un bateau qui prend feu sous la voûte, que se passerait-il? Et on a eu un exercice de pompiers qui s'est très mal passé parce qu'ils se sont rendus compte que de nuit, on a des pompiers qui étaient tombés à l'eau parce qu'il n'y avait rien qui leur permettait de suivre en fait le chemin de halage ou de contre-halage. Et donc ils nous ont obligés à mettre une main courante en rive gauche et on a rajouté, il y a les noms des rues. 6 fois par jour, des bateaux de touristes circulent entre la Seine et le canal Saint-Martin. Ils passent par 9 écluses et sous de nombreux ponts. Les ossements de 700 révolutionnaires se trouvent toujours sous la colonne de Juillet, place de la Bastille. Depuis le bateau, on aperçoit des vitraux qui font partie de ce cimetière souterrain dont la réouverture au public est prévue en 2018. Après avoir quitté le canal Saint-Martin et rejoint la Seine, on remonte aux origines de la ville sur l'île de la Cité. Les premières traces d'habitation humaine à Lutèce, comme les Celtes et les Romains appelaient Paris, datent de 4000 ans. C'est ici que se trouve le plus vieux pont de la capitale, le Pont Neuf. Philippe, qui est pompier, effectue aujourd'hui un exercice de sauvetage. Les endroits où nous on va sauter par exemple, c'est les endroits qu'on aura reconnus pour éviter qu'on se blesse justement en faisant la manœuvre. Chaque année, une douzaine de personnes en moyenne se noient dans la Seine, qui fait jusqu'à 5,70 m de profondeur. La caserne des pompiers plongeurs est une péniche que les hommes surnomment la Monnaie, du nom de la fabrique de monnaie située juste au-dessus, quai de Conti. Lors de la crue historique du printemps 2016, la Seine est montée de 5 mètres. La péniche des pompiers s'est quasiment retrouvée au niveau du Pont Neuf. Ici, on fait les 3-8. Quand ils viennent prendre leur garde, ils ont de quoi dormir et ils ont également leur placard avec tout leur matériel nécessaire. Les objets insolites repêchés au fond de l'eau sont exposés dans une vitrine. Et effectivement, on a quelques objets atypiques, notamment des armes qui datent d'assez longtemps. Et là, celle-là, c'est relativement rare, c'est-à-dire que c'est vraiment des armes non utilisables qui vont être ramassées. On retrouve de tout et c'est ce qui fait partie aussi des charmes et des mystères de la Seine. Pour réduire les risques liés au trafic fluvial, les plongeurs explorent régulièrement le fond de la Seine, qui est un véritable dépotoir. Ils ne savent jamais sur quoi ils vont tomber. Ils trouvent beaucoup de Vélib, les vélos en libre service créés il y a 9 ans, mais aussi des barrières, des chaises et autres restes de soirée. Surtout depuis que la rive gauche est devenue piétonnière voilà 3 ans. En exercice plongé, pont des Arts, deuxième arche. Pont des Arts, deuxième arche. Les hommes doivent également s'attendre à faire des découvertes étonnantes, voire effrayantes. Les qualités requises pour ce métier sont donc une grande capacité de concentration, la précision et le sang-froid. Souvent la nuit on se fait des petites frayeurs tout seul, sous l'eau. Quand on est en train de faire une recherche de corps ou quelque chose comme ça, il y a tellement d'amoncellement de débris, d'encombrants sous l'eau. On croit avoir trouvé la personne et en fait non, c'est un tapis, hop, on part. Ou alors les anguilles qui arrivent. Donc souvent elles viennent et puis elles tapent dans l'éclairage.
Thierry travaille ici depuis 12 ans, ce qui fait de lui un des doyens de la brigade. Sous l'eau, les grades ne jouent plus aucun rôle. Chacun doit pouvoir compter sur les autres. Tu peux lâcher la commande, c'est bon. La Seine traverse Paris sur 13 km. Sur ses berges, les monuments se succèdent comme les perles d'un collier. La Grande Dame de Paris trône elle aussi en bordure du fleuve. D'en haut, par beau temps, on peut voir à une distance de 70 km. La Tour Eiffel a été inaugurée à l'Exposition universelle de 1889. À l'époque, peintres, écrivains et philosophes ont pesté contre ce qui leur apparaissait comme un ouvrage totalement inutile. Jean-Yves, qui est machiniste, voit les choses autrement. Tout a une dimension vraiment incroyable. Et même pour aujourd'hui, c'est incroyablement grand. Toutes les machines sont très grandes, les ascenseurs sont énormes. La tour elle-même, déjà par sa dimension, est énorme. C'est vraiment un exploit qui a été fait, qui est encore un exploit aujourd'hui et qui force l'admiration. Les ascenseurs sont actionnés depuis le sous-sol à 15 mètres sous terre. Bonjour les collègues. Ça va, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les essais semestriels, c'est ça? D'accord. Malgré la supervision informatique, les ascenseurs des piliers Est et Ouest fonctionnent encore selon le principe hydraulique de 1889. S'il y a le moindre doute, il y a des sécurités qui arrêtent l'ascenseur pour que les personnes à l'intérieur de l'ascenseur soient en sécurité toujours. Et après nous, d'ici, et nous nous déplaçons également dans la voie, cela peut être au premier étage, au deuxième, nous allons intervenir pour regarder quel est le problème, trouver la solution. De nos jours, chaque pièce doit être produite individuellement. À l'époque de Gustave Eiffel, plus de 18 000 pièces ont été fabriquées à l'avance, puis assemblées sur place à l'aide de 2,5 millions de rivets. C'est une construction à la fois solide et souple qui respire. Si la température change au cours de la journée, la tour Eiffel peut se dilater de 18 cm. Et la tour Eiffel, c'est vivant. Ce n'est pas un musée où toutes les choses sont figées. Tous les organes sont en mouvement, sont vivants. Comme je vous dis, les joints s'écrasent, ils bougent. Nous devons sans cesse rattraper le jeu des joints, refaire des choses. C'est vivant, c'est ça qui est attractif de travailler sur la tour Eiffel. La Grande Dame doit régulièrement se refaire une beauté. Son architecte avait prévu de la repeindre tous les 7 ans. Il faut 60 tonnes de peinture à chaque ravalement. La tour a déjà été peinte 19 fois en rouge, en jaune et en ocre. Mais depuis 1968, elle arbore toujours le même brun Tour Eiffel. Stéphane Roussin est en charge de tous les travaux sur et sous l'édifice. Ici, on est dans de l'espace, on est au contact du public. En bas, on est sous les jupes de la Grande Dame. Les décisions se prennent dessous pour faire en sorte qu'elle soit toujours aussi belle et qu'on fasse toujours aussi d'événements. Depuis son bureau, Stéphane voit la Dame de Fer à travers une grille. Il doit y monter et en redescendre plusieurs fois par jour. Il apprécie son lieu de travail caché sous la Tour Eiffel et dont aucun visiteur ne soupçonne l'existence. Mon bureau, en fait, il est dans le Champ de Mars, mais un endroit que vous ne pouvez pas voir, donc je viendrai vous chercher parce que vous ne savez pas où il est. Il y a un puits de lumière dans lequel passaient ces câbles de transmission, qui est aujourd'hui mon jardin. C'est magique, quoi. C'est un peu les dessous d'un manège, les dessous de Paris, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? C'est un peu étrange. Il y a des gens, on en voit rentrer, sortir. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils y font? Et puis quand on leur dit, mais si on n'était pas là, si ça c'est pas là, il n'y a plus de Tour Eiffel. À sa création, le colosse d'acier était contesté et devait être démoli au bout de 20 ans. Puis, l'armée a découvert que c'était l'endroit idéal pour communiquer par radio avec les aéronefs ou les avions, même au-dessus de l'Atlantique, et écouter l'ennemi. Ils ont mis à l'époque des câbles qui partaient du haut de la Tour Eiffel jusqu'ici, sous terre. Donc on est dans le Champ de Mars, et là il y avait des grands câbles
qui venaient pour améliorer la propagation du signal et faire en sorte que les transmissions soient les meilleures possibles. Après la guerre, la station radiotélégraphique a cédé la place à la plus haute antenne de radio et de télévision du pays, toujours en service aujourd'hui. Ici, on a un tunnel qui sert encore au passage d'énergie et tous ces câbles qui servaient à transmettre la puissance pour les antennes. Ça relie le pilier sud de la Tour Eiffel à ce lieu qui était un lieu stratégique. Si la Tour Eiffel a survécu, c'est donc qu'elle n'était pas complètement inutile. Heureusement. Dans l'est de la ville se dresse un autre emblème de l'architecture parisienne, la Bibliothèque nationale de France. François Mitterrand l'a inaugurée en 1996. La BNF est la 3e plus grande bibliothèque au monde. Ici aussi, un monde inconnu du public se cache sous terre. Le sous-sol de la BNF ressemble à une usine. Il abrite un système de transport automatisé des documents qui se compose de 330 navettes bleues et forme un réseau de 8 km sous le site de la bibliothèque. C'était l'idée en fait d'acheminer les documents des magasins, donc le lieu de la conservation des documents, jusqu'aux salles de lecture, le lieu de la communication au lecteur des documents. Et les navettes que l'on voit passer font le lien entre ces deux univers, donc la conservation des documents dans les magasins et la communication au lecteur en salle de lecture. Plus de 30 millions de documents et de livres sont conservés à la BNF sur 400 km de rayonnage. Je pense toujours à ce que disait Anatole France, évoquant la Babel des livres, que dans une bibliothèque, les livres parlent tous à la fois et dans toutes les langues. Et quand on se trouve dans ce milieu des magasins entourés de tous ces ouvrages, à chaque fois je pense à cette citation parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces voix de l'érudition, de la sensibilité, de l'intelligence, de l'imagination qui sont dans ces livres et qui forment une sorte de concert quand on y pense. Il y a 20 ans, François Mitterrand a voulu construire la bibliothèque du futur. C'est ainsi que le système de transport qui enregistre le déplacement de chaque livre a d'emblée fait partie du projet. Malgré tout, Marie est sans cesse à la recherche d'exemplaires disparus. La BNF acquiert 130 000 ouvrages chaque année. À l'avenir, il faudra combiner la technologie numérique au travail d'archives classiques, à la surface comme sous terre. Il est très important que les établissements culturels saisissent cette opportunité du numérique pour pouvoir conserver donc, les documents en les numérisant, pour pouvoir assurer leur communication, leur connaissance auprès du plus grand nombre. C'est véritablement une aubaine, cette révolution du numérique. Il s'agit donc de conserver l'ancien tout en innovant. Sous le périphérique parisien, l'un des axes routiers les plus fréquentés d'Europe, des pionniers urbains cherchent des espaces libres à prix abordable. Porte de la Villette, une poignée de jeunes s'est lancée dans une véritable aventure en ouvrant le restaurant Frigan Pony. Aladin Charny, propriétaire des lieux et figure de proue de la nuit parisienne, fait preuve de beaucoup de passion et d'un véritable talent d'improvisation. Quand on savait dans quel état c'était au début, c'était vraiment dans un sale état. Il y a eu vraiment beaucoup de travail, près de 14 mois de travail en fait. Plus on fait et plus on se dit qu'en fait c'est sans fin. Dans 2 ans, on y sera encore à faire des choses, à améliorer le lieu, à le rendre plus accueillant pour les gens, aux normes. Depuis 10 ans, Aladin est à l'affût d'endroits abandonnés pour en faire des lieux de vie et de fête. Il a même déjà utilisé des toilettes souterraines désaffectées pour ses soirées. Si, au cours de ces 20 dernières années, Berlin est devenue la ville des hipsters et Londres la capitale des startups, Paris semblait s'être endormi. Aladin cherche de petits espaces de liberté entre spéculation immobilière et réglementation administrative. Avec des dizaines de bénévoles et une bonne dose d'énergie, il développe des concepts pour redonner vie à des lieux désaffectés, ce qui ne se fait pas toujours sans mal.
On a des problèmes d'électricité, on est encore en train de faire des travaux. Tout le périph' est alimenté par ce générateur électrique qui est derrière. Et plusieurs fois, sans le faire exprès, on a allumé la lumière du périph' en pleine journée. Et ils sont venus le rétablir. Aladin mise aujourd'hui sur la coopération avec la mairie de Paris. Pour ces soirées, il fait appel à des amis cuisiniers et artistes qui lui donnent un coup de main gracieusement. L'un d'eux se surnomme Ours. En tant que squatteur, il a constamment des problèmes avec les autorités. Et ce n'est pas tout. Son passe-temps non plus ne plaît pas à la police parisienne. Dans le 13e arrondissement, il connaît pratiquement toutes les plaques d'égout. Ça a été soudé par les autorités pour empêcher les cataphiles de re-rentrer par cet accès. Voilà. Il y a de moins en moins d'accès pour entrer et sortir, tout simplement. Plus on en divulgue et moins on en a. Donc on va rester discret. Voilà. Ours fait partie des cataphiles, ces passionnés des catacombes. Selon leur code d'honneur officieux, ils ne doivent pas montrer les entrées d'en haut. Les touristes vont dans les catacombes pour voir des crânes et des ossements. Pour cela, ils font la queue des heures place d'Enfer Rochereau. À partir de 1760, 6 millions de squelettes provenant de l'ancien cimetière des Innocents ont été transférés dans les catacombes. 300 km de galeries souterraines s'étendent à travers toute la ville jusqu'à 25 mètres de profondeur. Les cataphiles évitent les touristes. Leurs expéditions ne sont pas toujours sans risque. Certains ont même trouvé la mort parce qu'ils n'arrivaient plus à sortir du labyrinthe de galeries. Le plus grand risque ici, c'est de ne plus avoir de lumière. Une fois qu'on n'a plus de lumière pour se déplacer, c'est vachement plus compliqué. Il faut se souvenir exactement de tous les virages, de toutes les distances. Ça m'est arrivé, mais j'avais un briquet à pierre. Et du coup, j'avançais avec le flash de la pierre. Je me cachais du regard et j'avançais jusqu'à la sortie. Et à la base, on pouvait faire tout le tour de la place debout, mais maintenant... Au XIIe siècle, on a commencé à exploiter le calcaire du sous-sol parisien. Et des puits ont été creusés pour l'aération. À l'aide de roues en bois, on remontait les blocs de calcaire de plusieurs tonnes à la surface. À la fin du XVIIIe siècle, la ville a créé l'inspection générale des carrières pour recenser et sécuriser les cavités souterraines. Cet organisme existe toujours aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui attire les cataphiles dans cet univers? C'est un lieu interdit, comme on aime bien l'interdit quand on est enfant, etc. On passe tous par là. Voilà, il y a ce petit côté excitation de découvrir quelque chose d'interdit. Et une fois qu'on y est et qu'on a découvert, on a un petit peu ce côté... c'est quand même pas mal ici, on a pas mal de liberté, un peu plus qu'à la surface, même s'il faut faire plus attention. Là, c'était un ami qui m'avait fait une petite dédicace. Dans les années 80, les catacombes et les soirées illégales sous terre ont connu un véritable boom, jusqu'à ce que Jacques Chirac, alors maire de Paris, fasse fermer la plupart des entrées. Aujourd'hui, il y a encore des fêtes, mais elles sont devenues plus rares et plus dangereuses. Qu'à cela ne tienne, les vrais cataphiles aiment se retrouver seuls dans ce monde souterrain. Il y a un autre petit côté magique, oui, c'est quand on vient passer une nuit complète sur place et qu'on prend le temps de s'y reposer. C'est-à-dire soit de venir avec un hamac ou des tapis de sol, ou même sans rien, mais bon, c'est un petit peu plus dur au sol. Mais c'est profiter du noir complet et du silence complet qu'on a aux horaires de fermeture de métro. Ceux qui ont le malheur de se faire prendre par la police écopent d'une amende pouvant atteindre 60 € et sont escortés jusqu'à la sortie la plus proche. Retour dans le nord-est de Paris. Philippe Valisère est le directeur de la gare de l'Est, l'une des 6 grandes gares de la capitale. Il est responsable du bâtiment, construit il y a près de 170 ans par l'architecte François-Alexandre Duquesnay. La gare a été entièrement rénovée pour la dernière fois en 2007. À l'origine, elle s'appelait la gare de Strasbourg,
parce que la ligne principale était celle qui reliait Paris à la capitale alsacienne. Maintenant, ce sont les TGV qui desservent Strasbourg et même l'Allemagne. Mais aucun des 120 000 passagers quotidiens n'a idée de ce qui se trouve sous les quais. Philippe Valisère est fasciné par l'histoire d'un lieu unique en son genre qui se cache sous les voies depuis 77 ans et qui n'est pas encore accessible au public. Ici, on se trouve à l'entrée en fait de ce qu'on appelle le bunker de la gare de l'Est, qui en fait porte très mal son nom, parce que c'est pas un bunker au sens où on va mettre les gens pour les protéger, mais c'est ce qu'on appelle un abri actif, c'est-à-dire qu'en fait les gens sont là pour travailler et puis pour faire fonctionner le réseau de chemin de fer depuis un endroit isolé, si jamais la gare était bombardée. Les Français ont commencé la construction du bunker en 1939 et les travaux ont été achevés 2 ans plus tard par les Allemands. Dans ce bunker, il était prévu pour 72 personnes qui travaillent. Donc on a et la direction et les opérateurs. Tout le monde se réunissait ici. Le bunker a été entièrement équipé pour se protéger des attaques. Mais il n'a jamais été utilisé, car Paris a été épargné par les bombardements. Quelques décennies plus tard, les catacombes abritent toujours des vestiges du passé, comme cette alimentation en oxygène qui fonctionne avec une transmission de vélo. Là, on a une selle en cuir. On n'en trouve pratiquement plus comme ça, des selles en cuir. C'est bien parce qu'elle était isolée. Et en fait, après-guerre, les gens se déplaçaient beaucoup dans Paris. Ils n'avaient pas de voiture, ils se déplaçaient en vélo. Et l'un des grands jeux, c'était de récupérer les selles et de les voler, quoi. Et donc, en fait, des selles comme ça, on n'en a pratiquement plus. Et en fait, il en reste une ici, d'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, le ministère de la Défense a continué à entretenir le bunker. Aujourd'hui, il serait presque impossible de le construire et cela coûterait très cher. C'est que le béton armé devait résister aux bombes allemandes. Moi, ce que je trouve toujours étonnant, c'est qu'on rentre finalement dans un monde, dans une bulle complètement à part. On est isolé complètement du reste du monde. Il n'y a plus rien qui passe. Même pas avec l'ère moderne, il n'y a pas un portable, rien. Il n'y a pas de réseau ici, ça ne passe vraiment pas. On a quitté l'agitation de la gare, on a quitté les trains. On peut les entendre, quand on entend juste les trains quand ils arrivent, finalement, sur les voies qui sont juste au-dessus. Mais sinon, en fait, c'est le silence, c'est pas un bruit. Jusqu'au prochain TGV. C'est un beau clin d'œil, ouais, à l'histoire que le bunker se retrouve finalement en dessous des voies où les trains allemands et français se retrouvent à Paris. En ce moment, le bunker est en travaux, car le directeur de la gare compte l'ouvrir prochainement aux visiteurs. Paris disposera ainsi d'un nouveau site touristique chargé d'histoire. Quand on descend au parking de la gare de l'Est, on découvre un autre lieu secret. Ici siège depuis 1929 l'une des plus anciennes associations du pays, l'Association française des Amis des chemins de fer, la FAC. Le local est juste indiqué par une petite affiche sur la porte numéro 9. Il y a un peu de tout au sein de la fac. Il y a des gens qui sont passionnés de train comme nous en modélisme, mais il y en a, c'est les voyages, il y en a, c'est les photos, il y en a, c'est discuter sur des types de locomotives. Voilà ce qu'est la fac. L'association compte plus de 1500 membres dans toute la France et publie une revue 2 fois par an. Tous les mercredis, on travaille sur les 3 maquettes de train. 450 mètres de voies ferrées ont été posés juste sous la salle d'attente de la vraie gare. Et ici, les trains fonctionnent avec le même signal de tension et le même système de contrôle que les véritables convois circulant au-dessus. On entend les gens quand ils courent par là et il y a les guichets qui se trouvent par là-bas. De temps en temps, on a de l'eau qui coule parce que quand ils nettoient là-haut, ah bah ouais. Et puis alors, ce qu'on a aussi quand les gens courent, c'est que la poussière nous tombe dessus. Parce que là, j'aurais voulu faire une montagne avec de la neige en haut, mais
La neige, au bout d'une semaine ou 2 semaines, ça y est, elle sera toute noire. Donc là, je peux rien faire. Tous les samedis, la fac est ouverte aux visiteurs pendant 4 heures. Le public peut voir circuler les trains à l'échelle 1/43e sur 120 mètres carrés. L'association a encore un bail avec la SNCF. Jusqu'ici, elle a survécu à tous les travaux réalisés dans l'enceinte de la gare. En 2019, elle fêtera ses 100 ans. Sous terre, bien sûr. On est un peu des doudingues, hein, parce qu'on fait on monte nos trucs, on discute entre nous sur différents types de locomotives, comment les réaliser, chacun donne son idée, c'est ça qui est bien. Hein. Là, ici, on essaye de créer son propre petit monde. Dehors, la nuit est tombée. Des noctambules sont assis sur les berges du canal Saint-Martin. Et à quelques kilomètres de là, le Freegan Pony a ouvert ses portes. La Food Art Week est une manifestation qui combine art, culture et gastronomie. Les clients décident eux-mêmes du prix à payer pour les plats faits maison. Tous les produits proviennent du marché de Rungis et devaient se retrouver à la poubelle. Avec ce concept, l'équipe du Freegan Pony espère marquer des points, car la municipalité a lancé un concours pour les projets de développement urbain innovants. L'argent du prix pourrait être investi dans le restaurant. Paris est une ville où il y a une vraie pression immobilière et donc tout est très contrôlé, maîtrisé et donc forcément ce type de lieu est assez rare à Paris. C'est pour ça qu'on fait voter les gens à l'entrée et s'ils votent c'est parce qu'ils aiment ce genre de lieu et qu'ils veulent le soutenir. Pendant ce temps, Anne se rend à la bouche de métro la plus célèbre de la ville. Devant le Moulin Rouge, elle veut mettre en scène ce que les rames de métro produisent sous terre, du vent. Elle a créé des papillons en papier qui vont monter dans le ciel et se désagréger à la prochaine averse. C'est vraiment les papillons qu'on a dans le ventre, comme ce monde souterrain, ce monde utérin presque. Hein. C'est très à l'intérieur, tout ce qu'on a de pas très joli. À chaque fois, moi, je mets une intention quand je lâche comme ça des papillons ou des cœurs. C'est vraiment, je libère ce qu'il y a de lourd dans ma vie, ce qu'il y a de lourd dans le monde, dans l'actualité. Pour moi, ça c'est comme un poumon de la ville dans Paris. Comme ça, il y a plusieurs poumons et puis d'un coup, on éclate et on relâche toutes les tensions qui sont dans ce monde souterrain. Paris est une ville qui se parcourt aussi bien sous terre qu'en surface. Et sous ses pavés, la vie est animée. Mais elle est aussi mystérieuse, effrayante et magique. Et surtout, elle réserve toujours son lot de surprises.